Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Voici les titres de ce lundi. Les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo et du Burundi ont signé un accord en matière de défense militaire. La cérémonie s'est déroulée ce lundi au Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue Évariste Ndayishimiye. La province du Kasaï a enregistré depuis les débuts de l'année 2023 plus de 650 décès sur plus de 15 525 cas de rougeole. L'information a été livrée par la division provinciale de santé de la dite province. Et enfin, le président français s'est adressé aux ambassadeurs français réunis à Paris où il a salué le travail des diplomates français qui exercent dans les conditions difficiles, citant en particulier la situation au Niger où l'ambassadeur est toujours en poste. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci de votre fidélité et votre confiance. D'abord, cette information. Un protocole d'accord en matière de défense s'est conclu ce lundi 28 août 2023 entre les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo et du Burundi. La cérémonie s'est déroulée en présence des deux chefs d'État, en savoir Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Cet événement marque une étape significative dans les relations bilatérales entre les deux nations et suscite un intérêt majeur dans la région africaine. Les deux présidents ont conjointement appelé toutes les parties à respecter la feuille des routes conjointes de Nairobi et celle de Luanda. Ils ont exprimé leurs préoccupations face au manque de volonté du M23 à se retirer des zones qu'ils occupent et ont sollicité une plus grande implication des pays de la sous-région. La candidature du président congolais Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle de 2023 a été confirmée le week-end par son parti politique lors d'un congrès extraordinaire organisé à Kinshasa. Les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont choisi Félix Tshisekedi comme candidat. Roger Matadi pour plus de détails. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, alors d'un congrès extraordinaire organisé à Kinshasa, confirmait la candidature de Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle de 2023. Cette désignation intervient dans un contexte politique tendu, marqué par une rivalité accrue entre le président actuel et d'autres opposants comme Moïse Katumbi ou encore Martin Fayulu. Félix Tshisekedi, à la tête de la RDC depuis janvier 2019, et fils de l'emblématique opposant Étienne Tshisekedi, poursuit ainsi l'héritage politique et familial au sein de l'UDPS. Sa précédente victoire en 2018 a été assobrée par des allégations de fraude et une attente avec l'ancien président Joseph Kabila. Pour remporter la présidentielle, Félix Tshisekedi compte non seulement sur l'UDPS, mais aussi sur l'Union sacrée pour la nation. La plateforme électorale qui porte sa candidature est celle de ses alliés. Quelques figures emblématiques de l'Union sacrée étaient également de la partie. C'est le cas du président du Sénat, Bahati Lukwebo, de l'AFDCA. L'Union pour la nation congolaise, UNC, de Vital Kamerhe, était représentée par Billy et Kambale. Pour rappel, les élections générales en République démocratique du Congo sont prévues pour le 20 décembre, comprenant également l'élection des députés provinciaux ainsi que des conseillers communaux. En collaboration avec la Synergie pour les enfants, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a procédé à la remise de 1000 kits scolaires à plus de 1000 orphelins. Yves Maillet nous en parle. C'est en marge de la première édition de la journée de prière et de partage avec 100 orphelins pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo que la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibumloko, a donné
100 kits scolaires à plus de 100 orphelins. C'est en présence de plusieurs personnalités, notamment les directeurs généraux, cadres et agents du ministère du Genre, Famille et Enfants, les hommes de Dieu, le leader de la société civile et les orphelines et orphelins, venus de tous les coins de la capitale congolaise. Cette journée a été animée par l'artiste musicien chrétien José Nzita, a démarré par une prière et hymne national. Dans son mot, la ministre du Genre, Famille et Enfants a commencé par pousser les enfants à être toujours dans la joie et à donner l'engagement du gouvernement et du chef de l'État dans l'encadrement des enfants congolais. Après l'étape de prière, Mireille Massango Bibi Mouloko, en sa qualité du ministre du Genre, Famille et Enfants, a au nom du chef de l'État remis des kits scolaires à tous les enfants qui ont été dans la salle. Avec satisfaction, les orphelins et orphelines ont remercié la ministre du Genre, Famille et Enfants pour ces gestes. Et on va parler santé dans ce journal. Au Kasaï, la division provinciale de santé signale 655 décès sur plus de 15 525 cas de rougeole enregistrés depuis le début de l'année 2023 et ce, depuis la première semaine jusqu'à la 33e semaine dans toutes les 18 zones de santé. Plus de détails dans cet élément. Sur plus de 15 525 cas de rougeole enregistrés au Kasaï, 655 décès au total dans toutes les 18 zones de santé, soit un taux de létalité de 4,2%, une précision du docteur Urbain Mekanda, chef de la division provinciale. La zone de santé d'Eluebo reste la plus touchée, avec plus de 2000 cas, dont 49 décès, suivi de la zone de santé de Kanzala à Chikapa, où l'on a notifié 282 cas, à Kalonda Ouest, 1652 cas, avec 67 décès, à Mouchengue, 1307 cas, avec 72 décès, à Boulapé, 1223 cas, et à Kitangwa, 50 décès. La rougeole est une infection virale plus fréquente chez les enfants et très contagieuse qui se caractérise par la fièvre, la toux, un coryza, une conjonctivite et sont prises en charge gratuitement dans les structures sanitaires les plus proches. Pour éviter la propagation de cette maladie, le docteur Mekanda précise que les dispositions adéquates ont été prises, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique et la vaccination de routine. En effet, au mois de septembre, une campagne de lutte contre la rougeole est annoncée et la division provinciale de santé insiste sur le fait que les parents doivent faire vacciner leurs enfants. Et puis on va prendre cette information en bref. Une fois par an, le 28 août, des milliers d'hommes, des femmes et d'animaux domestiques du monde entier se réunissent pour célébrer un accessoire souvent sous-estimé, le nœud papillon. Les styles varient en fonction de la tenue et l'occasion. Cet accessoire fascinant traverse les époques et les générations. De plus, les hommes et les femmes portent un nœud papillon en tant qu'accessoire de mode. Pour rappel, cette journée est instaurée depuis 2007. Elle incite bien évidemment tout le monde à porter un nœud papillon. Au Gabon, le gouvernement a coupé l'accès à l'Internet samedi soir et instauré un couvre-feu en invoquant des risques de violence peu avant la fin de la présidentielle, opposant le sortant Ali Bongo Ondimba à son principal opposant Albert Ondo Ossa. Reportage de nos confrères. Impossible de communiquer avec le Gabon depuis samedi. Aucune information ne filtre. Le pays est sous cloche depuis le début du vote pour les élections présidentielles, législatives et locales. Le gouvernement a coupé Internet par crainte d'une propagation des appels à la violence de la part de l'opposition. Un couvre-feu a également été instauré de 19h à 6h du matin. Le gouvernement comprend que ces mesures puissent susciter des désagréments, mais elles sont prises dans l'intérêt supérieur de notre nation. Puissions-nous faire tous montre de responsabilité citoyenne afin qu'un retour à la normale puisse s'opérer dans les meilleurs délais. La stabilité, la paix et l'unité de notre pays sont des priorités absolues et nous devons tout faire pour les protéger. Au pouvoir depuis 14 ans, Ali Bongo, président sortant, brique son 3e mandat face à une opposition qui conteste le déroulement du scrutin et dénonce des fraudes. Pour cette journaliste camerounaise, la situation sur place est confuse. Le jour même des élections, ça a été un cafouillage sans nom. On a rarement vu
un degré de désordre, des bureaux de vote qui n'étaient pas ouverts, des bulletins absents ou des bulletins présents de gens qui n'étaient pas candidats. Enfin, on a tout vu. Même si Ali Bongo est donné favori, pour l'instant, les résultats du scrutin ne sont toujours pas connus et aucune tendance n'a filtré. L'élection s'est déroulée sans observateurs, qu'ils soient africains ou européens. Aucun média international n'a non plus été autorisé. Et on quitte le Gabon pour la France, où Emmanuel Macron s'est adressé ce lundi 28 août 2023 aux ambassadeurs réunis à Paris. Vous l'avez annoncé au sommaire. Il a exposé ses priorités pour la politique étrangère de la France dans un contexte international difficile, avec une guerre en Ukraine qui s'enlise et une diplomatie française très critiquée dans certains pays d'Afrique. Il a salué le travail des diplomates français qui exercent dans des conditions difficiles, citant en particulier la situation au Niger où l'ambassadeur est toujours en poste. On l'écoute. Et donc il était tout à fait pertinent d'avoir l'action que nous avons conduite, mais elle ne peut pas durer sous la même forme, elle doit être adaptée. C'est ce que nous avons d'ailleurs décidé il y a quelques années dans un premier réajustement de notre dispositif, ce que nous avons décidé en début d'année par une politique de réaménagement de toutes nos bases, d'allègement et de partenariat, et c'est ce que nous sommes en train de faire et sur lequel nous irons encore plus loin dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce qu'une présence stable, posée en quelque sorte sur le plan militaire, est un argument utilisé par nos ennemis dans le cadre de la lutte informationnelle pour nous fragiliser, alors même que le cœur de la réponse doit être politique par les États africains, et donc la France ne peut pas être un substitut, et la réponse militaire ne peut pas être quelque chose qui se substitue à la réponse politique. Et donc ça doit d'abord être une réponse politique. Notre présence militaire doit se structurer sur la base de partenariats demandés par les pays africains, qu'il s'agisse de formation, d'équipement, etc. Et donc, nous repensons totalement le cadre de ce partenariat. Totalement. Y compris sur les capacités militaires que nous livrons. Y compris sur les formations que nous avons rouvertes. Et dans le cadre de la loi de programmation militaire, le ministre et le SEMA m'ont proposé un schéma totalement différent, sur lequel nous allons aller encore plus loin. Mais il est indispensable de poursuivre ce chemin avec, là aussi, de nouveaux partenaires. Le Bénin, pour n'en citer qu'un, dans la région du Golfe de Guinée, le Kenya, avec lequel aussi nous bâtissons de nouvelles opérations régionales, et en nous appuyant sur des forces régionales permettant d'assurer la sécurité. Sur le cas du Niger, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Alors, si vous me permettez, au-delà de cette doctrine d'ensemble, de revenir sur ce que nous avons vécu cet été. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie, en Roumanie ? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales ? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard ? Ce journal est terminé. Prenons à présent ceux qui ont fait la une de cette édition. Les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC et du Burundi ont signé un accord en matière de défense militaire. La cérémonie s'est déroulée ce lundi au Palais du Peuple en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son homologue Évariste Ndayishimiye. Et puis la province de Kasaï a enregistré depuis le début de l'année 2023 plus de 650 décès sur plus de 15 525 cas de rougeole. L'information a été livrée par la division provinciale de santé de la dite province. Et pour finir, vous avez également suivi en France, le président français s'est adressé aux ambassadeurs de son pays réunis à Paris, où il a salué le travail des diplomates français qui exercent dans des conditions difficiles en
en citant en particulier la situation au Niger où l'ambassadeur est toujours opposé. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur BC Télévision car le programme continue. Mais quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre édition du journal avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.